Imaginez un enfant, dans un village battu par la pluie du Nord, qui écrit ses devoirs à la lueur d'une lampe à pétrole. Et imaginez que ce même enfant, quelques décennies plus tard, aura entre les mains la vie quotidienne de tout un pays. Il décidera du prix du pain, de la durée de la semaine de travail, de l'âge de la retraite. Entre ces deux moments, il n'y a pas de miracle. Il y a une guerre, une colère, des défaites cuisantes, un rival prêt à lui prendre sa place, et un compte à rebours silencieux qui ne s'arrêtera jamais. Nous sommes le 5 juillet 1928, à Cartigny, dans le département du Nord. La carte de France ne s'y attarde pas. C'est un point minuscule, une campagne grise, des champs détrempés, des maisons simples. C'est là que naît Pierre Mauroy, dans une famille modeste, ouvrière et populaire, où l'on compte ses sous et où l'on ne compte pas ses heures. Dans cette maison, on ne parle pas de pouvoir, encore moins de Matignon. On parle de travail, de fin de mois et de tiens bon. Le Nord, à la fin des années 20, c'est la France à ciel ouvert des inégalités. D'un côté, les cheminées des usines de textiles, des cimes et mines, les mains noires de poussière, les corps cassés par les cadences. De l'autre, les villas des patrons, un autre monde. Derrière des portails de fer forgé, le petit Pierre, très vite, voit cette ligne de fracture. Il ne la comprend pas encore, mais elle lui brûle déjà les yeux. Quand la crise des années 30 frappe, elle ne frappe pas doucement. Elle arrache du travail, elle vide les assiettes. Dans la cour de l'école, certains camarades de Pierre ont des sabots trop petits, des manteaux rapiécés, des yeux cernés. Lui observe en silence. Il n'a pas les mots injustice sociale, lutte des classes, réforme structurelle. Il a des images, des mains tremblantes quand on rend la monnaie, une table de cuisine où l'on découpe le pain en tranches plus fines que d'habitude. Puis, brutalement, le bruit de fond de la misère est couvert par un vacarme plus terrible encore. 1940, les bombardements, l'occupation. Dans le Nord, la guerre n'est pas une abstraction. C'est le bruit régulier des bottes allemandes sur les pavés, les affiches de propagande en allemand et en français, les files d'attente. Pour un peu de sucre, un peu d'huile, Pierre est adolescent, à un âge où d'autres découvrent la légèreté, lui découvrent la peur et le silence forcé. La ligne de démarcation n'est pas ici, mais il y a partout des lignes invisibles, celles entre ceux qui se résignent et ceux qui résistent. Dans l'ombre, des réseaux se constituent. Le jeune Pierre entend des rumeurs, des noms murmurés, des tracts qu'on glisse sous la table, des réunions où il ne faut surtout pas en parler dehors. Il n'est pas encore au cœur de la résistance, mais il reçoit, de plein fouet, la leçon de ses années. Quand la politique est confisquée, ce n'est pas un débat qui se tait, c'est une nation qui étouffe. L'école devient son refuge et son tremplin. Très tôt, Pierre rêve de devenir instituteur. Non pas par confort, il n'y en a pas, mais parce qu'il comprend que, dans sa région, expliquer, transmettre, ouvrir des horizons, c'est déjà une forme de révolte. Former des esprits libres dans un pays qui sort à peine de la nuit, c'est presque un acte politique. À la fin de la guerre, la France veut reconstruire. Pierre, lui, veut comprendre comment on peut éviter de retomber dans ce chaos. Il passe le concours pour entrer à l'école normale d'instituteur. Il réussit. Le fils de la campagne pauvre s'apprête à devenir celui qui tient la craie, qui dicte les textes, qui fait lever les mains, mais à mesure qu'il apprend la pédagogie, il découvre autre chose. La politique, la vraie, celle qui ne se contente pas de commenter le monde, mais qui prétend le transformer. Les premiers tracts qu'il lit ne sont plus clandestins, mais ils portent encore la fièvre de la libération. Le mot socialiste revient partout. Il n'est pas neutre. Il signifie des mines nationalisées, la sécurité sociale qui s'invente, les grandes espérances de l'après-guerre. Dans une réunion de jeunesse, un soir de pluie, Pierre entre pour se mettre à l'abri. Il en ressort membre des jeunesses socialistes. Ce n'est pas un détail sentimental, c'est le moment où sa vie se dédouble. Il sera instituteur, oui, mais il sera aussi militant. Dans ces salles enfumées où l'on refait le monde sur des tables bancales, le jeune Pierre se découvre une arme inattendue, la parole. Il n'a pas le vernis des grandes écoles, il n'a pas le ton de ceux qui se savent promis au cabinet ministériel, il a autre chose. Une voix grave, un accent du Nord qu'il ne reniera jamais, et une capacité rare à transformer des notions abstraites en histoires concrètes. Quand il parle de justice sociale, il parle des mains de son père, des mains de ses voisins, de mains qui comptent les pièces au fond des poches.
Mais ces réunions ne sont pas seulement des fraternités. Très vite, il découvre qu'à gauche aussi, on se bat pour des places, des lignes politiques, des stratégies. Dans sa fédération, un autre jeune militant s'impose. Il a le discours plus lisse, il connaît les bons mots, il rassure les notables. Dans chaque prise de parole, Pierre sent ce rival invisible prendre de l'espace. Sans le savoir, il découvre une constante de sa future vie. Rien ne lui sera donné. Même dans son camp, il faudra conquérir. Les années 50 s'ouvrent comme une promesse ambiguë. La guerre est finie, mais les tensions restent. La 4e République s'englue dans les coalitions instables, les gouvernements qui tombent, les crises coloniales qui montent. Pierre, lui, devient instituteur dans une école de village. Le jour, il apprend à des enfants à lire Le Tour de France par 2 enfants. Le soir, il lit pour lui-même des textes autrement plus explosifs. Jaurès, Blum, les comptes rendus de congrès de la SFIO. Le temps devient son premier ennemi. Ses journées sont saturées. Classe le matin, correction l'après-midi, réunion politique le soir, collage d'affiches la nuit. Il dort peu, mange vite, court d'un rendez-vous à l'autre dans le froid coupant du nord. Il a l'impression que chaque heure perdue est une victoire pour ceux qu'il combat. Les patrons qui refusent les augmentations, les élus locaux qui verrouillent le pouvoir, les conservateurs qui veulent que rien ne change. Dans sa vie de militant, un moment charnière arrive lorsque la SFIO, affaiblie, commence à perdre pied. Les communistes sont puissants, les gaullistes aussi, et au milieu, les socialistes semblent hésiter, se déchirer, se regarder trop. Dans une réunion de fédération, un dirigeant âgé explique, d'une voix lasse, que le parti n'a plus les moyens de tout faire. Pierre serre les poings. Pour lui, c'est exactement l'inverse. C'est maintenant ou jamais. S'il ne parvient pas à raviver cette flamme dans le Nord, elle s'éteindra ailleurs. Un soir, il ose. On lui laisse 5 minutes pour intervenir. 5 minutes, pas une de plus. C'est son premier vrai compte à rebours politique. Il sait que, dans la salle, beaucoup le voient encore comme le petit instituteur. Mais il sait aussi que le temps joue contre eux tous. La droite organise déjà la prochaine campagne. Les usines ferment ou licencient. La jeunesse s'éloigne. Il prend la parole. Les phrases sortent plus vite qu'il ne l'avait prévu. Mais elles touchent. Il ne parle pas de ligne politique. Il parle de ce père de famille venu le voir un matin pour lui dire qu'il ne pourrait plus payer la cantine. À la fin de son intervention, il y a un silence, puis des applaudissements, d'abord timides, puis plus forts. Dans le fond de la salle, le rival qui lui prenait l'espace le regarde autrement. Ce soir-là, Pierre comprend 2 choses. D'abord, que la politique n'est pas seulement une affaire d'idéologie, mais de voix, de chair, de présence. Ensuite, que ce rival-là ne sera pas le dernier. D'autres viendront, plus jeunes, plus brillants, mieux armés. Certains auront un nom qui comptera beaucoup, plus tard. Michel Rocard, par exemple, ce jeune énarque qu'il ne connaît pas encore, mais dont la trajectoire viendra un jour percuter la sienne. En attendant ces duels nationaux, un autre combat l'attend, celui des urnes, chez lui, dans le Nord. La SFIO lui propose d'être candidat à une élection locale. Ce n'est pas gagné. Le canton est tenu depuis des années par un élu gaulliste solidement implanté, presque indéboulonnable. Les commerçants le tutoient, les anciens combattants le respectent, les curés le fréquentent. Se présenter contre lui, c'est presque un affront. Pour Pierre, c'est surtout une épreuve. Le calendrier est impitoyable. Quelques semaines seulement pour convaincre, pour se faire connaître, pour exister. Le compte à rebours, cette fois, est affiché jour après jour dans toutes les permanences. J30, J25, J10. Les nuits deviennent encore plus courtes. Le jour, il enseigne toujours. Le soir, il frappe aux portes, serre des mains, répète son histoire. « Je suis des vôtres, je suis né ici. Je sais ce que c'est que de compter ses sous à la fin du mois. » Son rival, le gaulliste, a d'autres armes, un appareil rodé, des relais dans toutes les communes, une autorité presque naturelle. Il n'a pas besoin de dire qui il est. Tout le monde le connaît. Pierre, lui, doit prouver qu'il existe, et pourtant, quelque chose se passe. Dans certaines réunions, les visages se tournent vers lui avec curiosité. On l'écoute. On lui pose des questions, parfois très dures, sur l'Algérie, sur les impôts, sur les promesses jamais tenues. Il encaisse, répond, s'en fiche, sans langue de bois. Chaque échange le renforce et l'épuise à la fois. Le jour du vote arrive comme une explosion au ralenti. Dès l'aube, il est sur les marchés,
devant les bureaux de vote, sous cette lumière grise qui semble recouvrir tout le nord d'un voile humide, il serre encore des mains jusqu'à la fermeture des portes, puis enfin le silence. Le dépouillement commence, les bulletins s'empilent, se comptent, se recouvrent. Le nom du rival tombe, encore et encore. Le sien aussi, mais moins souvent. À chaque paquet de 10 bulletins, son cœur se serre. Le temps est maintenant matérialisé en piles de papier. Le verdict est sans appel. Pierre Mauroy perd. Il est battu par ce concurrent qui, un mois plus tôt, ne le considérait même pas comme une menace. Sur le visage de Pierre, il n'y a pas de larmes. Il y a ce mélange de fatigue absolue et de rage froide. Il rentre chez lui tard cette nuit-là avec une certitude paradoxale. La défaite l'a fait entrer, pour de bon, dans la vie politique. Il a vu, il a touché, il a goûté à ce pouvoir qui lui échappe encore. Dans les jours qui suivent, la tentation est là, terriblement simple, tout arrêter. Revenir à la classe, aux cahiers, aux dictées, et laisser les autres se déchirer dans les réunions de section. Après tout, il aime enseigner, il y est bon. Mais chaque fois qu'il se surprend à imaginer cette vie tranquille, une image s'impose à lui. Les affiches du rival gaulliste, souriant, sûr de lui, réélu sans opposition sérieuse, cela lui est insupportable. Abandonner, ce serait lui offrir le terrain pour 10 ans, 20 ans, davantage. Alors il choisit. Il ne ralentira pas, au contraire, il accélère. À une condition, ne plus jamais entrer dans une bataille sans savoir exactement ce qu'il vient défendre et avec qui. Il s'implique plus profondément dans les structures du parti. Il apprend les rouages, les alliances, les pièges. Il découvre que pour gagner, il faudra non seulement convaincre les électeurs, mais aussi s'imposer face aux concurrents internes, aux dirigeants réticents, aux sceptiques qui ne croient pas qu'un instituteur du Nord puisse, un jour, peser à Paris. Au milieu des années 50, il gravit les échelons des jeunesses socialistes. Puis de là pareil, on commence à parler de lui au niveau national comme d'un organisateur, d'un homme de terrain, capable de mobiliser des milliers de militants. Dans les trains de nuit qui l'emmènent à Paris, il travaille ses dossiers, prépare ses interventions, le regard perdu dans l'obscurité des gares anonymes. Le temps, toujours, lui donne la cadence. Il sait que la 14e République tremble, que d'autres hommes, De Gaulle par exemple, se préparent à revenir. S'il ne construit pas maintenant une gauche solide, il risque de la voir balayée. Au loin déjà, d'autres gestes se préparent. Une nouvelle génération se lève, plus diplômée, plus technocratique, qui conteste la vieille SFIO, ses compromis, ses renoncements. Un nom commence à circuler dans certains cercles. Michel Rocard, ce jeune haut fonctionnaire qui incarne une gauche modernisatrice, plus intellectuelle, plus distante des terres ouvrières du Nord. Mauroy ne l'affronte pas encore directement, mais il pressent que ce duel-là sera son fil rouge. Deux gauches, deux styles, deux légitimités. Pour l'instant, c'est encore dans les salles des fêtes du Nord que tout se joue. Pierre apprend à compter les voix, à sentir une salle, à sentir le moment où il doit hausser le ton, celui où il doit se taire. Il comprend que la politique est un art du temps. Arriver trop tôt, c'est être incompris. Arriver trop tard, c'est être inutile. Il lui faudra arriver juste au moment où la France aura besoin d'un homme qui parle comme lui, qui vient de là où il vient. À la fin de cette première période de sa vie, Pierre Mauroy n'est encore ni ministre, ni maire d'une grande ville, ni premier ministre. Sur le papier, il n'est qu'un instituteur devenu cadre du parti, un homme du Nord parmi d'autres. Mais quelque chose a changé, profondément. En quelques années, il a appris à transformer la colère en projet, la défaite en carburant, le manque de temps en discipline impitoyable. Et au loin, là-bas, une ville commence à se détacher, comme un décor qui s'avance lentement vers le devant de la scène, Lille. Une ville ouvrière, une ville brisée par les crises, une ville qui attend, sans le savoir encore, un maire capable de jouer sa peau pour la reconstruire. Dans les couloirs de la Fédération socialiste du Nord, certains chuchotent déjà. Ce sera lui. Mais le calendrier, une fois de plus, va lui imposer sa loi. Il n'aura que quelques années, quelques campagnes, quelques affrontements pour prouver qu'un enfant de Cartigny peut, un jour, prétendre au plus grand des rôles. Le compte à rebours vers le pouvoir, lui, vient de commencer. Imaginez une ville entière qui se vide lentement de son souffle, des usines qui ferment une à une, des cheminées qui ne fument plus. Et imaginez que, dans ces mêmes rues,
dans ces mêmes briques rouges, se prépare en secret l'homme qui, quelques années plus tard, signera à Paris les lois qui changeront le travail, la retraite, la carte de l'industrie française. Lille, au tournant des années 60, n'est pas seulement une ville du Nord, c'est un compte à rebours en briques et en suie. Et Pierre Mauroy va bientôt découvrir qu'il n'aura qu'un laps de temps minuscule pour la sauver et pour se hisser, avec elle, au cœur du pouvoir. Quand il arrive vraiment à Lille, comme responsable socialiste, Pierre n'est encore qu'un organisateur. On le connaît dans les sections, dans les petites salles municipales, dans les réunions de militants. Mais la grande ville, elle, le regarde encore de loin. Les rues sont noires de charbon, les tramways grincent, les courées, ces enfilades de maisons sans lumière, puent l'humidité et la fumée froide. Dans certaines, 3 familles se partagent un seul robinet. Des enfants dorment tête bêche dans des lits en fer, et les murs suintent littéralement. En 1960, au cœur de l'Europe prospère, Lille a encore des logements sans toilettes, c'est ça le décor. Pourtant, quelque chose bouge. À l'hôtel de ville, il y a un maire socialiste, Augustin Laurent, figure de la vieille SFIO. Un personnage massif, à la moustache grise, qui a connu toutes les batailles de la 3e, de la 4e République. Il repère vite ce jeune responsable du Nord, à la voix grave, à l'accent qui ne triche pas. Un soir, dans un bureau enfumé de la mairie, Laurent le fixe et lâche, abrupt, « Mauroy, vous n'allez pas passer votre vie à coller des affiches. Lille va avoir besoin d'un successeur. Et vous n'aurez pas 20 ans pour vous y préparer ?» La phrase tombe comme un ultimatum. Pas 20 ans. Dans la tête de Pierre, le chrono démarre. Il devient conseiller municipal, puis premier adjoint. Officiellement, il n'est que le numéro 2. Officieusement, il commence à compter combien de cités insalubres, combien de classes surchargées, combien de chômeurs de plus chaque mois. Chaque chiffre est une tique du métronome qui lui rappelle que, si la gauche échoue ici, dans sa propre forteresse ouvrière, comment pourrait-elle prétendre gouverner la France ? En 1958, le retour du général de Gaulle balaie la 4e République. À Paris, les socialistes sont divisés, englués dans la question algérienne, discrédités par les compromis. Dans le Nord, Mauroy voit autre chose. Des drapeaux tricolores accrochés aux fenêtres, des ouvriers qui votent gaullistes parce que ils croient encore à un homme providentiel. La SFIO, elle, ressemble à un vieux navire qui prend l'eau. Dans une réunion de section, un militant murmure « On est mort, Pierre. On ne le sait pas encore, mais on est mort. » Mauroy refuse cette phrase comme on repousse une condamnation. Mort, peut-être, mais pas enterré. Il prend la Fédération du Nord à bras-le-corps, il la transforme en machine de guerre. Réunions dans les cités minières, déplacements incessants, train de nuit vers Paris, retour au petit matin pour une inauguration. D'école ou une assemblée de quartier, il vit avec une valise à moitié ouverte, des discours griffonnés dans les marges des journaux, le temps, encore une fois, se referme sur lui. Fournir des cadres, préparer des listes, défendre Lille à chaque élection, tout en évitant l'implosion d'un parti épuisé, il sait qu'il ne peut se payer le luxe de la lenteur. Pendant que lui bataille sur le terrain, la droite, elle, occupe les écrans, les grands journaux, l'appareil d'État. Au conseil municipal de Lille, il découvre un autre adversaire, l'opposition locale. Face à lui, un jeune élu de droite, costume impeccable, discours moderne, vantant la gestion efficace, la modernisation libérale. Il promet des parkings, des voies rapides, des centres commerciaux. À la tribune, il lance à Mauroy « Vous n'avez que le vocabulaire de la lutte des classes. Moi, j'ai celui de l'avenir. » La phrase blesse. Et pourtant, elle nourrit Pierre. Si, à Lille même, la gauche est prise en défaut de modernité, alors que restera-t-il de sa légitimité ouvrière? Dans l'ombre, Augustin Laurent vieillit. Sa santé décline. Un matin, sans préavis, il appelle Mauroy. Il va falloir y aller. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Et le quand, c'est bientôt. Très bientôt. Bientôt, cela veut dire la prochaine élection municipale dans quelques petites années. Pour transformer le numéro 2 en numéro 1, il faudra convaincre les militants, les élus, les citoyens, et face à eux, la droite prépare déjà son offensive. Reprendre Lille, ce serait envoyer un signal national, montrer que même les Sminadamilei, bastions rouges peuvent tomber, Pierre se retrouve coincé entre deux horloges, l'horloge locale, celle qui compte les jours jusqu'aux élections municipales,
L'horloge nationale, celle qui mesure l'effondrement de la SFIO et l'émergence d'une nouvelle gauche. S'il échoue sur la première, la seconde se refermera en même temps, brutalement. 1969, la SFIO, rebaptisée Parti socialiste, présente Gaston Defferre à la présidentielle. Résultat, un score humiliant, à peine quelques pourcents. Dans les rues de Lille, certains électeurs lui lancent « Ça sert encore à quelque chose, vos socialistes ?» La gifle est violente. Mais au milieu des décombres, un nouveau rendez-vous se prépare. Le congrès qui va redéfinir la gauche, Épinay, 1971. Dans une salle de banlieue parisienne, surchauffée, des centaines de délégués socialistes s'arrachent l'âme pour savoir ce que sera. Un demain, la gauche française. À la tribune, un homme domine bientôt le débat, François Mitterrand. Il n'est pas issu de la vieille SFIO. Il arrive avec un autre réseau, un autre style, une autre ambition. Prendre le contrôle d'un parti mourant pour en faire l'arme principale. Contre la droite gaulliste. Dans la salle, Mauroy écoute, jauge, calcule. Il sait que c'est un moment de bascule. S'il se trompe de camp, il sera relégué. S'il choisit le bon, il pourra peser dans la recomposition. Son rival dans ce théâtre n'est pas encore Mitterrand. Ce n'est pas non plus la droite. C'est une silhouette qui va bientôt prendre toute sa place. Michel Rocard. Plus jeune, énarque, passé par le PSU, il incarne une gauche plus technique, plus moderne, plus séduisante pour les nouvelles classes moyennes. Là où Mauroy arrive avec son accent du Nord et son vécu d'instituteur, Rocard arrive avec les outils de l'économie, les concepts de l'autogestion, une image de réformateur raisonnable. Dans les couloirs, certains murmurent déjà « L'avenir, ce n'est ni Mollet ni Mauroy, c'est Rocard ». Mitterrand, lui, comprend très vite que pour séduire la France des ouvriers, des villes populaires, des syndicats, il lui faut un allié comme Mauroy. Entre le technocrate et l'homme de terrain, le choix tactique est évident. Un soir, tard, dans une petite salle de réunion, François Mitterrand s'approche de Pierre, presque à voix basse. « Vous savez parler à ceux qui ne m'écoutent pas encore. Sans vous, le Nord nous échappe. Et sans le Nord, nous ne gagnerons jamais. » La phrase sonne comme un pacte. Mauroy bascule. Il appuie Mitterrand à Épinay. Twist. Ce choix ne lui offre pas immédiatement le pouvoir. Il lui offre quelque chose de plus dangereux encore. Une guerre froide avec Michel Rocard qui ne fait que commencer. Pendant que les congrès se déchirent, l'île avance vers son propre moment de vérité. Augustin Laurent ne peut plus se représenter. Il faut une tête de liste. Les militants se divisent. Certains trouvent Pierre trop marqué par l'appareil, trop appareil SFIO. D'autres lui reprochent de ne pas être moderne, comme les nouveaux élus socialistes des grandes villes universitaires. En face, la droite a trouvé son champion, un candidat jeune, dynamique, soutenu par le gaullisme local et par le pouvoir à Paris. À chaque interview, il répète que l'île a besoin d'air frais, que l'idéologie ne construit pas de logement. Le message est clair. Mauroy est le passé, lui est l'avenir. Le calendrier est impitoyable. Quelques mois à peine pour faire de Pierre Mauroy, l'adjoint, l'organisateur, un leader incontestable capable d'entraîner toute une ville. Le compte à rebours s'affiche dans chaque réunion de campagne. J90, J60, J30. Les journées de Pierre ressemblent à des marathons. De 20h, lever aux aurores, visite de chantier, réunion à la mairie, tractage sur les marchés, interview rapide à la radio. Local, meeting le soir dans une salle des fêtes, retour à la permanence pour préparer le lendemain. Il sait qu'à la moindre faiblesse, son adversaire occupera l'espace. Et derrière l'adversaire, ce n'est pas seulement un autre homme, c'est une autre France. Une France où les grandes villes basculent. À droite, où la gauche ne serait plus qu'une force de protestation. Le jour du scrutin municipal arrive, la pluie s'invite, fine, tenace, collée au pavé. Toute la journée, Pierre parcourt les bureaux de vote, serre des mains, glisse des mots d'encouragement. Les militants le suivent, transis, mais décidés. Le soir, dans la salle du dépouillement, les piles de bulletins montent, se déplacent, se recomptent. À chaque fois que le nom de la liste de droite est prononcé, une pointe de glace traverse la poitrine de Mauroy. Il se souvient trop bien de sa première défaite. Des piles de bulletins où son nom apparaissait trop rarement. Mais cette fois, les chiffres se resserrent. Rue par rue, quartier par quartier, la gauche tient. Mieux, elle progresse. Le résultat tombe tard. L'île reste à gauche et surtout l'île a un nouveau maire, Pierre Mauroy.
Dans la salle, les cris, les larmes, les embrassades. Mais lui reste immobile quelques secondes, figé, comme si la victoire était trop lourde à porter. Dans son dos, quelqu'un murmure « Monsieur le maire ». Le titre lui fait presque peur. Il lui rappelle que, à partir de maintenant, chaque éclairage de rue, chaque école, chaque fermeture d'usine lui sera renvoyé en pleine figure. Il a gagné, mais il vient surtout de signer un contrat avec un ennemi beaucoup plus intransigeant que n'importe quel gaulliste, le temps. Car le temps, autour de l'île, s'accélère brutalement. L'industrie textile s'effondre, les mines ferment, les hauts fourneaux s'éteignent. Un matin, dans une usine, un délégué syndical lui montre un tableau accroché à un mur, la courbe de l'emploi qui plonge. Regardez, monsieur le maire. Si en 2-3 ans, vous ne changez pas la donne, c'est tout un quartier qui meurt. Et quand un quartier meurt, il ne revote plus pour personne. Encore une fois, une échéance 2-3 ans, pas davantage. Mauroy transforme l'île en laboratoire. Il lance des projets de rénovation urbaine, des programmes de logements sociaux plus dignes, milite pour un métro, pour une université, plus forte, pour attirer de nouvelles activités. Chaque fois, il doit se battre contre les lenteurs administratives, les réticences des ministères à Paris, le scepticisme des investisseurs privés. Dans les couloirs de la mairie, certains employés le surnomment l'obsédé du calendrier. Il note tout, enchaîne les réunions, relance sans cesse les services. Pas question qu'un dossier s'enlise. Il n'a pas le temps. Sur le plan national, la gauche tente une autre expérience, l'union avec les communistes. Programme commun, réunion commune, signature solennelle. Mauroy est aux premières loges. Dans les négociations, il apporte sa connaissance du terrain. Il sait ce que veut dire nationalisation, dans une ville où l'usine est le cœur d'un quartier. Il met en garde contre les promesses trop faciles, mais il sait aussi que sans cette union-là, la gauche ne décollera jamais du niveau des témoignages. En mars 1977, les municipales donnent un signal. Dans toute la France, des villes basculent à gauche. À Lille, la réélection de Mauroy est plus nette, plus assurée. Les caméras nationales viennent filmer ce maire massif, souriant, qui parle des ouvriers comme d'une famille. À Paris, certains comprennent que c'est plus qu'un élu local, c'est un symbole. Pendant ce temps, la rivalité avec Michel Rocard prend une nouvelle dimension. Rocard rejoint officiellement le Parti socialiste. Très vite, les sondages le donnent plus populaire que Mitterrand, plus rassurant pour les classes moyennes, plus crédible sur l'économie. Dans les couloirs, on entend des phrases venimeuses. Rocard, c'est la gauche de demain. Mauroy, c'est la gauche d'hier. Un soir, lors d'une réunion interne, les deux hommes se retrouvent côte à côte. L'un, l'énarque, parle de déficit budgétaire, de gestion rigoureuse, de réformes courageuses. L'autre, le maire de Lille, raconte la fermeture d'une usine à Fives, les larmes d'un ouvrier qui lui a tendu sa carte d'électeur, en murmurant « Je ne crois plus à rien ». 2 langues, 2 univers. Le congrès de Metz, en 1979, cristallise tout. Rocard estime son heure venue. Il pense pouvoir supplanter Mitterrand comme premier secrétaire, incarner cette deuxième gauche moderne, décentralisée. Beaucoup de jeunes militants sont avec lui, les médias le poussent. On parle déjà de lui comme du futur candidat à la présidentielle, mais Mitterrand n'a pas dit son dernier mot, et Mauroy non plus. À Metz, le maire de Lille choisit à nouveau son camp. Il reste fidèle à Mitterrand, malgré les séductions de la modernité rocardienne. Le vote est tendu. Les majorités se font et se défont dans un ballet d'amendements et de motions. Finalement, Mitterrand l'emporte. Rocard est battu. Twist cruel. En sauvant l'influence de Mitterrand, Mauroy a consolidé sa place dans la nouvelle majorité socialiste. Mais il sait aliéner un rival qui, désormais, ne lui fera plus aucun cadeau. 1981 s'approche, la crise économique s'aggrave, le chômage de masse s'installe. Dans le Nord, des usines entières ferment du jour au lendemain, laissant sur le carreau des milliers de familles. Un soir, dans un meeting à Lille, une femme monte à la tribune, un enfant dans les bras. « Monsieur Mauroy, si vous ne gagnez pas, cette fois, si la gauche échoue encore, moi je ne vote plus jamais. Je n'y crois plus. » Cette phrase, Pierre la grave dans sa mémoire.
Pour lui, la présidentielle de 1981 n'est pas seulement une bataille politique, c'est une échéance morale. Une dernière chance pour que la gauche prouve qu'elle peut gouverner. La campagne s'emballe. Mitterrand sillonne la France. À Lille, un grand meeting est organisé. La salle est bondée, les gradins débordent. Certains restent dehors, collés aux haut-parleurs. Quand Mauroy prend la parole pour introduire Mitterrand, il ne fait pas un discours technique. Il raconte les nuits de chômage, les mains usées, les gamins qui quittent l'école sans diplôme. Mitterrand arrive ensuite, l'air grave, presque funèbre, et lâche sa phrase désormais célèbre. Contre la crise, contre le chômage. Contre l'injustice, une seule force, la gauche rassemblée. Dans la salle, des milliers de poings se lèvent. Pour beaucoup, Lille devient ce soir-là le cœur battant de l'espoir socialiste. Le 10 mai 1981, à 20h, le visage de François Mitterrand apparaît à la télévision, sous le mot « élu ». Dans un appartement parisien où se sont regroupés des cadres du PS, Mauroy reste muet quelques secondes, les applaudissements éclatent, les cris, les embrassades. Lui, pourtant, ne pense qu'à une chose. Et maintenant ? Car derrière l'euphorie, il sait que le compte à rebours vient d'atteindre 0, pour aussitôt repartir dans l'autre sens. Il faudra gouverner, et vite. Très vite, une rumeur enfle. Qui sera Premier ministre ? Michel Rocard déjà est évoqué partout. Plus rassurant pour les marchés, plus populaire dans l'opinion, plus acceptable pour une partie de la droite modérée. Les éditorialistes répètent son nom à l'envi. Et Mauroy, lui, se voit déjà relégué au rang de grand-maire, de baron local, utile mais pas central. Mais Mitterrand a sa propre logique. Lui veut un signal fort pour les ouvriers, pour les salariés, pour la France populaire qu'il a portée au pouvoir. Il veut un Premier ministre qui incarne cette gauche-là, pas seulement dans les mots, mais dans sa chair, dans son accent, dans son histoire. Un matin de mai, au détour d'un couloir, un conseiller souffle à Mauroy. « Le président veut vous voir ? Maintenant !» Les minutes qui suivent sont irréelles. Dans le bureau, Mitterrand ne s'embarrasse pas de détour. « Pierre, je vous propose Matignon. Mais vous aurez très peu de temps. 48 heures pour me proposer un gouvernement. 48 heures pour passer de Lille à la France entière. Vous les prenez ? 48 heures. Toute sa vie jusqu'ici n'a été qu'un enchaînement de comptes à rebours, pour sauver la SFIO, pour conquérir Lille, pour préparer l'union de la gauche, pour arracher la victoire de 1981, le plus cruel, le plus intense de ces comptes à rebours vient de commencer. Et Pierre Mauroy sait, en serrant la main du nouveau président, que la moindre erreur, le moindre retard, la moindre hésitation se payera cette fois à l'échelle de tout un pays. On se souvient des fêtes sur les places, des drapeaux rouges mêlés au bleu-blanc-rouge, des klaxons dans les rues de France, ce soir de mai 1981. On oublie souvent ceci. Pendant que le pays chantait « Changer la vie », un homme enfermé dans un bureau feutré de Matignon tenait déjà un stylo au-dessus d'un calendrier et murmurait presque pour lui-même « Combien de temps avant que tout ça se retourne contre nous ? 6 mois, 1 an ?» À cet instant précis, Pierre Mauroy comprend qu'il ne vient pas de gagner le pouvoir. Il vient de gagner un délai. Les 48 heures que lui a accordées François Mitterrand pour former un gouvernement ressemblent à une course de fond disputée à la vitesse d'un sprint. Les couloirs de Matignon se remplissent de silhouettes pressées, de portefeuilles usés, de dossiers épais, des noms circulent, tombent, remontent, se rayent au stylo rouge sur des listes que l'on refait jusqu'au milieu de la nuit. Jacques Delors à l'économie ? Robert Badinter à la justice ? Gaston Defferre à l'intérieur et à la décentralisation. Chaque choix est un signal. Mauroy doit composer avec plusieurs horloges à la fois. Celle de Mitterrand, qui veut un gouvernement d'ouverture, celle du parti socialiste, avide de récompenses après des années d'opposition, celle du pays, qui attend des gestes rapides, et puis il y a une ombre discrète, mais présente dans toutes les conversations, Michel Rocard. Partout, on murmure « ça aurait pu être lui, ça aurait dû être lui ». Dans les rédactions, certains éditorialistes grincent déjà. Mauroy, c'est la gauche à l'ancienne. Rocard, c'est la modernité ? Le duel ne fait que changer de décor. Ce n'est plus la conquête de la direction du parti. C'est la course à la crédibilité pour gouverner un pays exsangue. Le 22 mai 1981, Pierre Mauroy franchit officiellement le seuil de Matignon. Les caméras l'attendent, alignées comme des fusils.
On scrute son visage, sa démarche lourde, son accent du Nord qui tranche avec le ton feutré des palais parisiens. À l'intérieur, dans la cour, un cérémonial millimétré. Le tapis rouge, la poignée de main avec Raymond Barre qui lui transmet les dossiers. Barre lâche cette phrase, dans un demi-sourire. « Vous verrez, monsieur le Premier ministre, les chiffres sont plus têtus que les slogans. » Mauroy ne bronche pas. Mais il sait qu'il vient d'entendre l'avertissement de l'adversaire. Le vrai, désormais, ce ne sera pas seulement la droite. Ce sera le temps des marchés, des taux d'intérêt, des déficits. Les premières semaines sont une déferlante. Mitterrand a fait campagne sur 110 propositions. Le pays réclame des preuves, et vite. Alors, Mauroy signe. Il signe presque à la chaîne, comme on enchaîne les coups de marteau sur une enclume brûlante. Abolition de la peine de mort, portée par Robert Badinter. Les guillotines, déjà rouillées, ne serviront plus jamais. Passage à la semaine de 39 heures. Des millions de salariés découvrent qu'ils quitteront désormais l'usine, le bureau, l'atelier un peu plus tôt. 5e semaine de congés payés. Les agences de voyage n'en reviennent pas. Les plages de juillet-août se remplissent de familles qui n'avaient jamais vu la mer autrement qu'en carte postale. Retraite à 60 ans. Dans certains ateliers, on sabre littéralement le champagne. Des hommes qui pensaient mourir au travail apprennent qu'ils auront encore quelques années pour eux. À cela s'ajoutent les nationalisations massives. Des banques, des groupes industriels entiers passent dans le giron de l'État. Dans une salle anonyme du ministère de l'Économie, un haut fonctionnaire aligne les chiffres. Monsieur le Premier ministre, nous parlons de dizaines, de centaines de milliards de francs. C'est une refonte de l'économie, pas un simple ajustement. Mauroy écoute, silencieux, il sait que le temps joue contre lui. Ces réformes doivent produire des effets sociaux avant que la machine économique ne s'essouffle. Il lui faut, au sens propre, gagner du temps. Dehors, pourtant, l'euphorie se met à grincer. Les prix augmentent, l'inflation dépasse les 2 chiffres. Le franc est attaqué sur les marchés. Le chômage, lui, ne recule pas. Il continue sa progression inexorable, comme une marée noire qui remonte petit à petit les rues pavées des quartiers populaires. Un matin, un conseiller entre à Matignon avec la une d'un grand quotidien économique « La France joue avec le feu ». Un autre titre, quelques semaines plus tard, le programme socialiste au bord de la rupture. Dans les cabinets ministériels, on ne parle plus que de ça. Combien de temps avant la prochaine dévaluation ? Combien de temps avant que le tournant soit inévitable? Rien n'est encore décidé, mais tout le monde sent qu'une échéance approche. Un soir, dans un bureau éclairé au néon, Jacques Delors pose brutalement un dossier sur le bureau de Mauroy. « Pierre, si nous continuons. Comme ça, dans 6 mois nous sortons du système monétaire européen, nous serons seuls, nous serons nus. » 6 mois. Une nouvelle fois, le compte à rebours se met à clignoter dans la tête du Premier ministre. Pendant ce temps, la rivalité avec Rocard se nourrit de chaque difficulté. L'ancien leader du PSU n'est pas au gouvernement. Il parle, commente, critique parfois, avec la prudence de celui qui sait qu'il peut être l'alternative. À la télévision, son ton est calme, sa voix posée, ses mots choisis. Il faut concilier justice sociale et rigueur. On n'y échappera pas. Sous-entendu, Mauroy, lui, ne sait faire que l'un des deux. Dans les cafés de la rive gauche, certains tranchent. Mauroy, c'est la gauche du 19e siècle. Rocard, c'est celle du 21e. La phrase circule, revient aux oreilles du Premier ministre déformée, exagérée, mais blessante. Et pourtant, Pierre n'a pas le luxe de répondre. Il n'a pas le temps pour les querelles d'ego. Le pays glisse et l'horloge tourne. Décembre 1981, puis 1982. Les chiffres tombent, brutaux. Plus de 2 millions de chômeurs, une inflation qui flirte avec les 14%, des déficits extérieurs qui se creusent. À Matignon, une scène résume tout. Une grande horloge au mur, offerte par des militants du Nord, indique 3 heures du matin. Autour de la table, Mauroy, Delors, quelques conseillers, des cendriers débordent de mégots, les yeux sont rougis. Delors marque une pause. On ne peut pas continuer la relance, Pierre. Il faut freiner, il faut accepter ce mot, rigueur. Le silence qui suit est presque physique. Rigueur. Pour un homme qui a construit toute sa carrière sur la promesse d'arracher du temps libre, de la dignité, des moyens de vivre mieux, aux ouvriers et employés du pays, le mot a un goût de trahison.
Il y a pourtant un autre compte à rebours, plus discret, mais tout aussi implacable, celui des élections intermédiaires. En 1982, des élections cantonales, municipales partielles, les scores de la gauche reculent, lentement mais sûrement. Une affiche de campagne, retrouvée dans un couloir, montre encore le sourire triomphant de 1981. En dessous, quelqu'un a griffonné au feutre, et maintenant... La question est partout. Mauroy décide de tenir la ligne encore quelques mois. Il espère que les nationalisations, les nouvelles protections sociales, les grands chantiers, comme la décentralisation portée par Defferre, finiront par porter leurs fruits. La décentralisation, justement, sur ce terrain-là, il avance comme un bulldozer. Des lois arrachent aux préfets des pouvoirs quasi monarchiques pour les donner aux maires, aux conseils généraux, aux conseils régionaux. Les villes, les départements, les régions doivent devenir des centres de décision à part entière. Pour Mauroy, ancien maire de Lille, c'est une revanche sur l'État centralisateur qui a longtemps méprisé la province. Dans une réunion avec des élus locaux, il lâche presque fiévreux. « Je veux que ce que nous avons commencé à Lille soit possible partout. Des maires qui ne soient plus des mendiants, mais des bâtisseurs. » Là, il est chez lui, là, il est dans son élément. Mais même cette réforme majeure est rattrapée par la réalité économique. Pour construire des routes, des écoles, des équipements culturels, il faut de l'argent. Et l'argent manque. Mars 1983. Le moment que beaucoup redoutaient arrive enfin. Une nouvelle dévaluation du franc est décidée. C'est la troisième depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Dans la nuit, à l'Élysée, une réunion décisive se tient. Autour de la table, Mitterrand, Mauroy, Delors, quelques proches. Le décor, des liasses de chiffres, des graphiques, des cartes de la zone franc et de l'Europe. Le choix est binaire, sortir du système monétaire européen, faire cavalier seul ou rester au prix d'une politique de rigueur drastique. Mitterrand, un moment, hésite. Les témoins raconteront plus tard son regard perdu vers la fenêtre sombre, comme s'il scrutait un pays entier. À travers les vitres du palais, Mauroy, lui, sait que la décision qui sera prise va fracasser son image, peut-être briser sa carrière. Mais il parle quand même. Si nous sortons du SME, nous trahirons l'idée même d'une Europe sociale que nous avons défendue. Si nous y restons, nous allons devoir serrer la vis à nos propres électeurs. Dans les deux cas, ce sera dur. Mais sortir, ce sera pire. Mitterrand tranche, la France reste dans le SME. Et Pierre Mauroy est chargé de porter publiquement le mot que toute la gauche redoute. Rigueur. Le lendemain, devant les caméras, le Premier ministre annonce des mesures austères. Réduction de la progression des dépenses publiques. Blocage des salaires, augmentation de certains impôts, frein sur les recrutements dans la fonction publique. Les chiffres sont froids, techniques. Mais derrière eux, il y a des vies, des projets de logements annulés, des embauches avortées, des promesses mises entre parenthèses. Dans les usines du Nord, certains syndicats déchirent, littéralement, des affiches de campagne de 1981. On entend des phrases dures. Ils ne valent pas mieux que les autres. Mauroy nous a trahis. Le conflit, désormais, n'oppose plus seulement la gauche et la droite. Il gronde au sein même du camp socialiste. Les rigoristes, Delors, une partie des ministres, défendent la nécessité de ces mesures pour sauver la France de la faillite. Les relanceurs, eux, accusent de Matignon d'avoir cédé devant les marchés, d'avoir capitulé. Et dans ce camp-là, un visage revient sans cesse, celui de Michel Rocard. Chaque fois que le gouvernement recule sur un projet, chaque fois qu'un sondage annonce un décrochage de popularité, le même refrain revient dans les journaux. Rocard aurait fait autrement. Rocard aurait mieux fait. Le duel initial se transforme en poison lent. Mauroy gouverne, Rocard commente. L'un porte les coups, l'autre compte les points. Au milieu de cette tempête, Pierre continue pourtant à faire ce qu'il sait faire, travailler au pas de charge, noter, relancer, arbitrer. Matignon devient une machine au bord de la surchauffe. Réunion à 7 heures du matin, rendez-vous avec les partenaires sociaux dans la journée, séance à l'Assemblée jusqu'à minuit. Dossier, lu dans la voiture entre Paris et Lille pour ne pas abandonner sa ville. Il est toujours maire. Il refuse de lâcher ce lien. Certains soirs, il quitte Matignon tard, grimpe dans un avion ou un train, va inaugurer une station du métro lillois, une médiathèque et un équipement de quartier, puis revient à l'aube pour présider un conseil des ministres.
Ses proches le voient se fatiguer, ses traits se creusent, ses épaules s'alourdissent, une plaisanterie circule. Pierre ne vit plus à Lille ni à Paris. Il habite dans son agenda. Sur le plan international, il tient pourtant le choc. À Bruxelles, à Bonn, à Rome, on regarde avec curiosité ce Premier ministre au parler direct, qui ne maîtrise pas toujours les codes, feutré de la diplomatie, mais qui impressionne par sa solidité. Lors d'un Conseil européen, un dirigeant étranger lui glisse « Vous avez pris des décisions qu'aucun de vos prédécesseurs n'a osé prendre. Vous allez le payer politiquement. » Mauroy répond sans ironie. Je savais, en acceptant Matignon, que ce ne serait pas un fauteuil. Ce serait un tabouret au-dessus d'un vide. 1984 approche. La popularité du gouvernement est au plus bas. Les municipales, les élections partielles, ont confirmé l'érosion. La droite relève la tête. Et Mitterrand, lui, commence à regarder au-delà. Il lui faudra se représenter en 1988. Il lui faudra un nouveau récit, un nouveau visage. Dans les couloirs, une autre rumeur enfle. Un jeune ministre brillant, élégant, polytechnicien, séduit de plus en plus le président. Son nom, Laurent Fabius. Rocard est toujours là, dans les sondages, dans les esprits. Mais Mitterrand, fidèle à ses habitudes, préfère surprendre, dérouter, choisir là où on ne l'attend pas. Un soir de juillet 1984, l'annonce tombe. Pierre Mauroy est appelé à l'Élysée. L'entretien est bref. Mitterrand parle de recomposition gouvernementale, de nouvelle étape, de nécessité politique. En clair, « Pierre, il faut que je change de Premier ministre. » Sur les images d'archives, on ne voit rien de la brutalité de ce moment. On n'entend que la voix posée du président, la réponse calme de Mauroy. Mais à l'intérieur, c'est un séisme étouffé. 3 ans à Matignon. 3 ans à porter les espoirs, les colères, les contradictions d'un pays. Et puis, en quelques minutes, cette sensation étrange d'être débranché de la prise de courant centrale. À sa sortie de l'Élysée, quelques journalistes l'attendent. Ils veulent un commentaire, une réaction, un mot amer. Il n'en donnera aucun. Il se contente de dire « J'ai servi, j'ai fait ce que j'avais à faire ». D'autres prennent le relais. Mais ce qu'ignorent les caméras, c'est qu'il a déjà en tête une autre horloge qui recommence à tourner. Lille l'attend, le Parti socialiste l'attend. Ce n'est pas la fin du parcours. C'est un nouveau départ, plus discret, mais tout aussi décisif pour son héritage. Comment rester fidèle à ce qu'il a été après avoir gouverné un pays entier et affronté le temps, la crise et les rivalités au sommet? La course continue. Simplement, elle change de terrain. Le lendemain matin, à Lille, il pousse une porte qui grince. Plus de huissiers en uniforme, plus de marbre, plus de dorure. Juste une ampoule nue qui pend du plafond, une grande table en formica, des chaises dépareillées, et par la fenêtre, une usine à moitié, murée, cheminée tronquée comme un bras arraché. Hier encore, Pierre Mauroy signait des décrets qui engageaient des milliards pour toute la France. Ce matin-là, il tient dans ses mains un dossier froissé. Fermeture annoncée d'un atelier de textile, 180 licenciements, le contraste est violent, presque obscène. On passe des cartes du système monétaire européen à un plan de quartier où chaque petit carré représente une famille qui va se retrouver sans salaire. Et pourtant, dans ce silence sans caméra, quelque chose en lui se détend. Ce n'est plus Matignon, c'est Lille. Et Lille, c'est la seule bataille qu'il est juré de ne jamais abandonner. Dans la salle de réunion, les élus locaux l'entourent, inquiets. Monsieur le maire, si on ne fait rien, dans 10 ans, il ne reste plus rien. Plus d'usines, plus d'emplois, plus de jeunes. On va devenir un musée de friches industrielles. 10 ans, le compte à rebours revient, brutal. Il ne s'agit plus de sauver la parité du franc, mais l'âme d'une ville entière. Mauroy fixe la carte, ces taches grises qui s'étendent comme une lèpre. Fives, LM, Roubaix, Tourcoing. Les noms résonnent en lui comme des biographies inachevées. Il frappe du poing sur la table. On n'a pas 10 ans, on en a 5. Au bout de 5 ans, soit Lille a redémarré, soit on sera condamné à gérer la misère. Alors, on va se battre, plus fort qu'à Matignon. C'est la naissance d'une obsession, transformer une région sinistrée en laboratoire de la modernité. On parle déjà d'une folie, un TGV qui ferait de Lille un carrefour entre Paris, Bruxelles et Londres. Ils sont devenus fous dans le Nord, ironisent certains à Paris. Dans les ministères, on ricane. Mauroy croit qu'il va faire oublier la crise avec des trains rapides et des grands projets.
mais lui voit plus loin. Il imagine une gare futuriste posée au milieu des voies ferrées, des bureaux de verre plantés sur les anciennes terres noires, un quartier entier, Euralil, surgissant à la place des hangars rouillés, et chaque fois qu'on lui parle de délais, de procédures, d'études techniques, il répète la même phrase. On n'a pas le temps. Chaque année perdue, c'est une génération qui part. Pourtant, le téléphone sonne encore pour autre chose que Lille. Mitterrand n'a pas tourné la page Mauroy si vite. 1988, le président est réélu, le pays a changé, la gauche aussi. À la rue de Solferino, siège du Parti socialiste, une autre bataille commence. Qui va tenir la maison socialiste, fracturée par les Sminad-Dessène? Année de pouvoir minée par les rancœurs? Le choix tombe. Ce sera Pierre Mauroy, premier secrétaire. Et voilà l'ancien Premier ministre aspiré de nouveau dans le cœur du cyclone. Il retrouve la fumée des cigarettes, les réunions interminables dans des bureaux trop petits, les couloirs où les sourires ne sont jamais complètement sincères. Mais à la différence de 1981, cette fois, l'adversaire a un visage familier. En face, de l'autre côté de la Seine, à Matignon, Michel Rocard. L'ancien rival, l'éternel autre possible, a enfin le poste qu'on lui promet depuis des années. Les éditorialistes jubilent, le parti à Mauroy, le gouvernement à Rocard, que le duel commence. Le conflit n'est plus discret souterrain? Il devient structurel. Chaque arbitrage, chaque investiture, chaque phrase est interprétée comme un coup porté à l'autre camp. La presse parle de rocardien, de mitterrandiste, de fabiusien, comme s'il s'agissait d'armées en marche. Et au milieu, Mauroy se retrouve en funambule, sur un fil tendu entre Matignon et l'Élysée, avec cette mission impossible, tenir ensemble des hommes qui veulent, chacun, être le prochain visage de la gauche. Un soir de 1989, dans son bureau du parti, un collaborateur lui lance, épuisé, « Pierre, on n'est plus un parti, on est une fédération de guerre civile. » Il sourit, fatigué. « Alors on va faire ce que j'ai toujours fait. On va essayer de tenir les murs pendant que les autres se rentrent dedans. » Mais la plaisanterie cache mal l'angoisse. Au loin, une date se rapproche comme un train sans frein. Le Congrès de Rennes, 1990. En théorie, un moment de clarification politique. En pratique, une bombe à retardement. Rennes, des couloirs saturés de badges, des militants qui collent des affiches par-dessus celles des autres, des salles où l'on hurle, où l'on chante, où l'on conspue. La gauche qui gouverne se regarde dans un miroir brisé. Les nuits se succèdent sans sommeil. Dans un petit bureau surchauffé, Mauroy tente encore de recoller les morceaux. D'un côté, les proches de Rocard, de l'autre, les fidèles. De Mitterrand et de Fabius, les chiffres se balancent comme des lames. 51%, 49%, 55%. On recompte, on renégocie, on menace de claquer la porte. À 3 heures du matin, quelqu'un murmure « Si on continue, on va exploser. On va sortir d'ici avec 2 partis socialistes au lieu d'un. » On le regarde, on se tait. L'ombre de 1920, de la scission de Tours, plane sur les esprits. Mauroy, les yeux rougis, souffle. On ne fera pas 2 partis. Pas tant que je serai là. Il signera à l'aube un compromis bancal, une majorité arrachée de justesse. Officiellement, il a gagné. Officieusement, tout le monde sait que le Parti socialiste vient de vivre son plus grave moment de déchirement depuis des décennies. Le premier secrétaire de l'unité aura présidé la grande fracture, et pendant que les socialistes s'écharpent dans des hôtels de congrès, le monde, lui, se fissure pour de bon. 1989, le mur de Berlin s'effondre. Des images de foules en liesse, des marteaux qui frappent le béton, des briques qui tombent une à une. C'est la fin du communisme d'État en Europe. Pour des millions de militants de gauche, c'est une libération. Pour d'autres, une débâcle idéologique. Mauroy regarde ces images, silencieux. Toute sa vie, il a affronté à la fois la droite et les illusions dangereuses d'une gauche autoritaire. Là, sous ses yeux, une partie de cette histoire se pulvérise. Comment inventer un socialisme qui ne soit ni la caricature bureaucratique de l'Est, ni la reddition libérale que certains lui proposent? Le temps presse, encore. En 1992, un autre rendez-vous historique surgit. Le traité de Maastricht. L'Europe n'est plus une idée lointaine, un discours de campagne. Elle devient une monnaie future, des règles budgétaires, un cadre qui enferme ou protège, selon qu'on y croit ou pas. Le référendum s'annonce serré.
Dans les sondages, le oui et le non se tiennent dans un mouchoir de poche. Le PS lui-même se déchire. Laurent Fabius choisit le non. Jean-Pierre Chevènement ferraille contre ce qu'il voit comme une capitulation. Mauroy, lui, n'hésite pas. Pour lui, l'Europe n'est pas un gadget, c'est la condition de survie d'une gauche de gouvernement. En parallèle, il est élu président de l'Internationale socialiste. À la tribune, entouré de délégations venues de tous les continents, il parle de solidarité mondiale, de droits sociaux, de démocratie. Mais dans son angle mort, une menace plus immédiate gronde. Si le non l'emporte en France, c'est l'ensemble de ce projet qui vacille. Il lui reste quelques semaines pour convaincre, pour aller de meeting en meeting, de télévision en plateau, expliquer, argumenter, promettre que cette Europe-là pourra être sociale, le oui passera, de justesse. Une victoire arrachée à la dernière minute, au prix d'une division durable. Encore une fois, il a tenu l'équilibre, mais à quel coût politique, à quel épuisement? Les mois suivants sont impitoyables. La récession s'installe, la droite se refait une santé, les scandales éclaboussent la gauche, les élections approchent, implacables. Les scrutins locaux sonnent déjà comme des avertissements. En 1992, les régionales sont un camouflet. Mauroy comprend qu'il ne peut plus rester à la tête d'un parti qui s'enfonce. Il démissionne de son poste de premier secrétaire. Officiellement, c'est un passage de relais. En réalité, c'est une retraite stratégique avant la débâcle 1993. Le résultat tombe, brutal. Déroute historique aux législatives. Le Parti socialiste est laminé, réduit à un groupe parlementaire minuscule. Ce soir-là, à Lille, les militants se rassemblent dans une fédération où les murs sont couverts d'affiches jaunies de 1981. On l'interroge. « Pierre, comment on a pu en arriver là ?» Il répond doucement. « On a oublié que le pouvoir, ce n'est pas un drapeau à planter, c'est une promesse à tenir jour après jour. On a laissé trop de blessures ouvertes. » Il ne le dit pas, mais il pense aussi aux duels sans fin avec Rocard, aux factions, aux égos, à tout ce temps perdu en querelles internes, pendant que le pays, lui, avançait, souffrait, se transformait. Alors il se replie sur ce qu'il sait faire mieux que personne, être maire. Lille devient son chantier total. Le métro s'étend, les lignes se prolongent sous les pavés, Euralille sort de terre, comme une architecture de science-fiction plantée au milieu des souvenirs de charbon. Certains habitants sont déroutés. C'est encore Lille, ça, avec ses tours de verre? Il répond, ce sera toujours Lille, mais une Lille qui aura un avenir. Le TGV arrive. Le premier jour, quand les portes s'ouvrent sur le quai, les caméras captent un moment étrange. Des ouvriers en bleu de travail, venus exprès, regardent le train comme on regarde un animal nouveau. Ils touchent du doigt la carrosserie, ils s'approchent, hésitent. L'un d'eux lâche. On fabrique plus rien ici, mais au moins on reste au centre de quelque chose. Cette phrase, Mauroy la gardera longtemps en tête. Il n'a pas sauvé toutes les usines, il le sait, mais il a ancré la ville dans une géographie qui n'est plus seulement celle des houillères et des filatures, mais celle d'une Europe connectée. Les années 1990 avancent, et avec elles les rides sur son visage. Il cumule les responsabilités. Maire de Lille, président de la communauté urbaine, sénateur à partir de 1992. Certains lui reprochent ce cumul, cette omniprésence. Il répond en souriant « Je suis un homme du temps long. Les projets que j'ai lancés mettent 10-15 ans à voir le jour. Si je pars trop tôt, je laisse des chantiers orphelins. Mais le temps, cette fois, ne se laisse plus dompter si facilement. » La fatigue s'installe. Des quintes de tout le coupent en pleine phrase. Sa voix jadis tonnante devient parfois rauque, hésitante. En coulisses, une question taboue commence à circuler. Pierre, jusqu'à quand? Lui-même sait qu'il ne peut pas s'accrocher éternellement, il lui faut préparer une succession. Et voilà qu'apparaît une figure dont il a suivi l'ascension de près, Martine Aubry. Fille d'un baron gaulliste, mais symbole des 35 heures, figure forte de la gauche sociale. Elle a le profil parfait pour reprendre Lille et poursuivre sa métamorphose. 2001. Dans une salle comble, il annonce qu'il ne se représente pas à la mairie. Le silence qui suit est lourd, presque incrédule. À Lille, beaucoup n'ont connu qu'un seul maire. Lui, vous n'êtes pas fatigué? Lui glisse un militant après le meeting. Il répond « Si, mais je préfère partir debout que rester assis trop longtemps. » Le passage de relais à Martine Aubry n'est pas seulement un geste politique, c'est un aveu.
le temps du vieux lion touche à sa fin. Il restera encore président de la communauté urbaine quelques années, comme pour accompagner la ville sur les derniers mètres de ce long marathon qu'il a engagé 30 ans plus tôt. Sur la scène nationale, son rôle devient celui d'un patriarche. Les journalistes viennent le chercher pour commenter les crises du PS, les défaites, les sursauts. Le 21 avril 2002, quand la gauche est éliminée dès le premier tour de la présidentielle, il reste un moment stupéfait devant la télévision, Jean-Marie Le Pen au second tour. Une France qu'il reconnaît à peine. On lui demande un commentaire. Il dit, la voix grave, « Quand on laisse s'installer le désespoir, l'extrême droite vient toujours ramasser les morceaux. » Ce soir-là, beaucoup de militants se tournent vers lui comme vers une conscience blessée. Il publie des mémoires, tente de fixer par écrit ce qu'a été ce demi-siècle de combat. Il y parle de Matignon, bien sûr, mais aussi des mines de son enfance, des réunions de section dans des arrière-salles de café, des congrès houleux, de cette fraternité parfois cruelle qui unit et divise les hommes de parti. Il ne règle pas de compte de manière brutale, mais les lignes sont là, nettes. Le duel avec Rocard, la complexité de la relation. Avec Mitterrand, la fatigue des années de pouvoir. Comme si, avec les mots, il essayait encore une fois de reprendre la main sur le temps, d'en faire un récit plutôt qu'une simple accumulation de dates. Dans les années 2000, chaque apparition publique devient un événement local. À la braderie de Lille, on le voit avancer plus lentement, entouré, protégé presque. Les gens viennent lui serrer la main, lui parler d'un logement obtenu, d'une école construite, d'un bus prolongé jusqu'à leur quartier. Des petites victoires, minuscules à l'échelle d'un État, immenses à l'échelle d'une vie. Peu à peu, il se fait plus discret. Son corps le trahit. Les médecins parlent de problèmes pulmonaires. L'ancien fumeur compulsif paie la note. On le revoit parfois au Sénat, silhouette plus lourde, démarche plus hésitante, mais toujours ce timbre inimitable qui tonne quand il s'agit de défendre les collectivités locales contre les coupes budgétaires. Car jusqu'au bout, il aura défendu cette conviction simple. La démocratie ne vit pas seulement dans les palais nationaux, mais dans les mairies, les conseils généraux, les quartiers. 2012. On murmure qu'il est affaibli. À Lille, certains l'aperçoivent, appuyé sur une canne, le regard plus lointain. Il se fait opérer d'une tumeur au poumon, les complications s'enchaînent. Les bulletins de santé deviennent de plus en plus alarmants. Pour la première fois de sa vie, il n'y a plus de calendrier politique à tenir, plus d'élections à préparer, plus de budget à voter, juste une autre horloge, implacable qui ne dépend de personne. Le 7 juin 2013, la nouvelle tombe. Pierre Mauroy est mort à l'âge de 84 ans. À Lille, les drapeaux sont mis en berne. Sur la Grand Place, devant l'hôtel de ville, les habitants commencent à déposer des fleurs, des foulards rouges, des cartes griffonnées à la main. Un vieux militant, l'écharpe usée, murmure « Il nous a laissé une ville vivante. C'est déjà énorme !» Un hommage national est décidé. Aux Invalides, François Hollande prononce un discours solennel. Dans la cour, on voit côte à côte d'anciens adversaires, des Rocardiens, des Fabiusiens, des Jospinistes, toute cette galaxie de la gauche française qui s'est tant déchirée pendant des décennies. Ils sont là, silencieux, devant le cercueil drapé du drapeau tricolore. Le conflit, pour une fois s'est tu, reste la mémoire. Puis le cortège prend la route du Nord. Lille l'attend. La foule se masse le long des rues, comme pour un 1er mai, mais sans fanfare triomphale. Une pluie fine tombe, tenace, comme souvent dans le pays minier. Sur la place, certains entonnent doucement l'Internationale, d'autres la Marseillaise. Les deux hymnes se superposent, se mélangent, comme les deux drapeaux qu'il avait toujours refusé d'opposer. Et puis il y a cette image, presque surréaliste. Un grand stade tout neuf, temple de football ultra-moderne, rebaptisé quelques jours. Plus tard, stade Pierre Mauroy. Son nom, immense, en lettres lumineuses, surplombe des milliers de jeunes qui n'ont pas connu Matignon, qui n'ont pas vu les friches, industriels, qui ignorent les nuits blanches de Rennes ou les dévaluations du franc. Pour eux, Pierre Mauroy, c'est un nom de stade, un repère géographique. Ils ne savent pas toujours qu'il a passé sa vie à se battre pour qu'il puisse grandir dans une ville qui ne serait pas condamnée au passé. Alors, qu'est-ce qu'il reste quand les projecteurs sont éteints, que les ennemis sont morts ou retirés, que les statues prennent la poussière? Il reste des lois, bien sûr, l'abolition de la peine de mort à laquelle il a associé son gouvernement, les 39 heures, la retraite.
À 60 ans, la 5e semaine de congé payé, la décentralisation qui a redonné du pouvoir aux maires, il reste des bâtiments, des infrastructures, des lignes de métro, des gares, des stades. Mais il reste surtout une manière de faire de la politique, avec des dossiers épais, des nuits trop courtes, des colères franches, des fidélités tenaces, une politique où l'on sait que le temps est toujours compté, que chaque mandat est un sursis, un délai arraché au réel pour essayer, malgré tout, de le plier un peu dans le sens de la justice. Pierre Mauroy n'a pas gagné toutes ses batailles. Il a fait des compromis qui lui ont été reprochés. Il a perdu des élections. Il a suscité des haines tenaces. Mais jusqu'à son dernier souffle, il aura affronté le même adversaire qu'à ses débuts. La tentation de la résignation. Et si, aujourd'hui encore, dans une réunion syndicale, un conseil municipal, un parti de gauche, quelqu'un répète qu'on ne lâchera pas, qu'on va tenir. Il y a un peu de lui, là, dans ces mots obstinés. Parce qu'au fond, sa vie tout entière aura été cela. Une course contre la montre, menée avec l'entêtement d'un fils de mineur qui savait, mieux que personne, qu'on ne choisit pas le temps qu'on a, on choisit seulement ce qu'on en fait.